Donc je vais vous présenter un retour d'expérience. Donc il ne s'agit pas de faire de généralisation, ce sera essentiellement mon ressenti personnel et un témoignage, en essayant de vous apporter une vision médicale forcément, puisque dans l'assistance il y a pas mal de professionnels de santé, et une vision humaine de cette expérience humanitaire sur un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Alors juste pour resituer un peu les choses dans leur contexte, la révolution syrienne commence en 2011 suite au printemps arabe. Il s'agit d'un mouvement au départ de contestation contre le parti Baas de Bachar el-Assad, qui demande au départ plus de démocratie. Ce mouvement est fortement réprimé et c'en est une rébellion armée qui est source d'une guerre civile qui a pour conséquence pour la population civile un exode et une fuite du régime vers les pays limitrophes, essentiellement la Turquie, le Liban et la Jordanie. Dans ce contexte, le Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies met en place des camps de réfugiés dans ces pays limitrophes pour accueillir les réfugiés. Le statut de réfugié, il est défini par la Convention du 28 juillet 1951, qui définit une personne qui se trouve hors du pays dont elle est de la nationalité, ou le pays où elle habite en général, qui craint, et il est précisé avec raison, d'être persécuté du fait de son appartenance communautaire, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social. Et qui déclare ne pas pouvoir être mis en protection dans son pays et qui demande donc un statut de réfugié. Et on appelle les personnes qui sont en attente de ce statut de réfugié les demandeurs d'asile. Alors, pour ce qui est de notre mission, à l'été 2012, l'État français envoie le service de santé des armées sur un camp de réfugiés syriens au nord de la Jordanie, à 8 km de la frontière avec la Syrie. Et en fait, à l'arrivée du service de santé des armées, très rapidement, le constat arrive qu'au départ, l'État français avait décidé d'envoyer le service de santé des armées pour pouvoir traiter les blessés de guerre. Donc ils avaient envoyé une équipe chirurgicale avec des chirurgiens orthopédistes, des chirurgiens viscéraux, des anesthésistes, et puis pour prendre en charge le traumatisme, et donc ils avaient envoyé également une équipe de psychiatres et de psychologues. Voilà. À l'arrivée sur le camp, il s'avère qu'en fait il y a très peu de blessés de guerre sur le camp, parce qu'en fait malheureusement ils ont soit décédé avant, soit ils ont été pris en charge par d'autres ONG qui sont encore en Syrie. Et donc en fait sur le camp de réfugiés, il y a énormément de femmes et d'enfants, puisque ça représente près de 70% du camp. Et donc le service de santé des armées fait remonter l'information à l'état-major en disant ce qu'il y a surtout besoin pour aider la population, c'est de pouvoir aider les femmes enceintes notamment. Or, dans l'armée française, dans le service de santé des armées, il y a très peu de gynécologues, puisque l'armée est essentiellement masculine, et donc il y avait historiquement peu de gynécologues formés. Donc le service de santé des armées contient peu de gynécologues. Et donc on répond à un appel d'offres à l'époque pour une autre ONG que nous représentions à l'époque qui s'appelait Gynécologistes sans frontières, et à ce moment-là, on propose de monter une maternité au sein du camp de réfugiés hébergé par l'armée française. Donc voilà voilà où est situé Zaatari, donc vraiment très limitrophe de la frontière syrienne. Et voilà à quoi ressemble le camp de réfugiés de Zaatari. Donc c'est extrêmement vaste. C'est un terrain militaire au départ. Alors en fait c'est un morceau de désert qui était pas viabilisé ou très peu. Pas de route, une chaleur assez conséquente, et puis petit à petit viennent se mettre côte à côte les tentes des réfugiés qui sont organisées par quartier. Et donc nous on était logés tout en bas à gauche de la photo, à ce niveau-là, si la flèche peut bien apparaître. Non. Bon, en bas à gauche de la photo, on voit une route qui traverse la photo, et tout en bas à gauche, en fait, il y avait le camp militaire français. Donc l'armée française avait déterminer un périmètre qui était sécurisé, et nous on était au sein du camp militaire, on avait monté des tentes pour pouvoir recevoir les femmes et les accoucher. Alors je voulais vous expliquer un peu quel était le parcours d'un réfugié pour comprendre un peu dans quel contexte se trouvent ces femmes. Elles ont quitté leur pays, ensuite elles sont passées par un système de passeurs pour pouvoir échapper aux différents groupes armés pour pouvoir atteindre la frontière, et puis une fois qu'elles atteignent la frontière, elles sont prises en charge, et là, on les transporte dans des bus. Elles arrivent très souvent la nuit, et puis ensuite, elles arrivent dans une zone qui est appelée une zone de triage. On vérifie leur identité, on élimine les potentielles dangerosités, on fait un checking médical rapide pour voir s'il y a des urgences médicales à prendre en charge tout de suite. On identifie notamment toutes les femmes enceintes lors de ce triage.
Et puis, une fois qu'elles auront leur statut de réfugié, une fois qu'on aura vérifié leur identité, et ben à ce moment-là, on leur remet une carte de réfugié et on leur prend leurs papiers d'origine, quand elles les ont encore. Et cette carte de réfugié va leur permettre d'avoir accès à une tente, d'avoir accès au ravitaillement, que ce soit en nourriture, en vêtements, d'avoir accès aux soins. Mais par contre, la carte de réfugié ne donne pas le droit de sortir du camp de réfugiés. Donc quand elles sont dans le camp de réfugiés, ils restent dans le camp de réfugiés, sauf si c'est pour retourner dans leur pays. Et ils n'ont pas le droit de travailler sur le sol jordanien. Donc au départ, le camp était relativement rapidement mis en œuvre, donc avec des tentes. Et puis au fil du temps, les tempêtes de sable ont endommagé les tentes. Et au fur et à mesure, ils ont essayé de mettre en place des préfabriqués pour pouvoir leur permettre de vivre de plus en plus, de façon de plus en plus correcte. Ça, c'est un peu l'envers du décor, c'est-à-dire que voilà, très vite, on tombe dans le risque d'insalubrité, il y a des déchets partout, et puis voilà quelques photos de séances de ravitaillement qui donnent assez souvent lieu à des émeutes, puisque les quantités sont assez limitées et la façon de délivrer les denrées, que ce soit des vêtements ou de l'alimentation, n'est pas très bien répartie, et donc source d'émeutes au sein du camp. Le camp est gardé par les militaires jordaniens, puisqu'on est sur le sol jordanien. Et quand il y a des conflits sur le camp, ce sont les militaires jordaniens qui règlent le conflit. L'armée française n'était là que pour assurer la protection au sein du camp militaire français dans le camp réfugié. Cette notion est importante parce que c'est ça qui nous permettait de faire notre métier, dans la mesure où on était la seule maternité du camp à pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. C'est-à-dire que les autres ONG qui n'avaient pas de protection la nuit étaient obligés de fermer leur maternité la nuit, et donc nous, ça nous permettait d'accoucher jour et nuit. Donc ça, c'était l'équipe avec qui je suis parti. On était donc 2 gynécologues, 2 sages-femmes, un logisticien qui n'est pas sur la photo, et puis il y avait 2 traductrices qui nous permettaient d'échanger avec les femmes. Donc la particularité de cette expérience en Syrie, c'est que ces femmes, elles étaient réfugiées, donc elles avaient un statut qui à la fois les protégeait, mais à la fois elles ne pouvaient pas travailler, donc elles ne pouvaient pas apporter d'argent, donc elles sont toutes dans une situation d'attente, de dépendance, certes protégées, mais dans une situation de dépendance. Ce sont des femmes syriennes qui ont une habitude de soins assez haut de gamme, entre guillemets, sans aucun côté péjoratif, mais la médecine syrienne est une médecine qui est de bon niveau, et les femmes syriennes avaient l'habitude d'avoir un suivi de grossesse et des accouchements dans des structures médicalisées. Donc elles avaient une demande de soins assez élevée. Elles étaient demandeuses d'échographie, elles connaissaient les monitorings, voilà. Donc finalement, on a apporté sur le territoire jordanien ce que nous savions faire en France, en essayant de répondre à leurs besoins, aux besoins de la population concernée. Et puis bien évidemment, c'était des femmes qui avaient connu l'horreur de la guerre et pour qui la maternité n'était pas toujours une évidence. Des deuils multiples, des maris qui étaient parfois toujours au combat et parfois des maris décédés, bien sûr, au cours de la grossesse. Je vais vous raconter quelques histoires. La première histoire, c'est celle qui m'a probablement le plus marqué. Fatima avait perdu ses 3 enfants et son mari dans les bombardements. Elle a enterré ses proches et ensuite elle a décidé de quitter le pays. Fatima était enceinte quand elle a quitté la Syrie. Elle était enceinte de près de 8 mois. Et dans la tradition musulmane, les femmes enceintes portent le voile noir intégral. Donc là, pour le coup, on ne voyait même pas les yeux de Fatima et on ne les a jamais vus. Personne de l'équipe, elle a gardé, y compris pendant l'accouchement. Et vous imaginez un accouchement sous une tente où il fait à peu près 35 degrés. Voilà. Et elle nous a expliqué, puisqu'elle les interprète, parlait très facilement avec les patientes et nous relatait tout à fait l'histoire de ces femmes-là. Et Fatima nous expliquait que voilà, c'était une marque de respect pour la mémoire de son mari et qu'il n'était pas question de retirer le voile, y compris pour l'accouchement. Voilà. Elle a été d'une dignité et d'un courage absolu, et au moment où elle a accouché, c'était un petit garçon qu'elle a appelé du nom de son mari. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle a pleuré sans aucun bruit. C'est-à-dire que voilà, c'est à un moment, on a vu que les échanges entre la traductrice et elle s'est arrêtée, et en fait la traductrice nous a dit qu'elle ne peut plus parler. En fait, alors on ne voyait pas son visage, donc on ne voyait pas les larmes,
Mais voilà, elle s'est arrêtée de parler au moment où elle nous a dit que son fils s'appellerait comme son mari. La deuxième histoire, c'est Jasmine. Jasmine, c'était notre petit coup de cœur. Elle était peut-être d'une classe sociale un petit peu plus élevée que le reste de la population sur le camp de réfugiés. Jasmine, elle est très jeune, elle vient de se marier quand la guerre éclate. Et en fait, les gens d'une classe sociale très élevée ont réussi à fuir vers les États-Unis, vers l'Europe. Et les classes intermédiaires, son mari nous a dit on n'avait pas les moyens de partir, donc on est parti avec les passeurs et on est arrivé sur le camp de réfugiés. Elle est accompagnée de sa belle famille. Elle est mariée a priori depuis moins d'un an. Mais sur son visage, il y a quand même un peu d'espoir. Elle a un visage qui nous a tous marqués. Et elle nous dit, la vie va continuer malgré tout. Et le petit message d'espoir, c'est que les hommes étaient très peu présents sur la maternité. Traditionnellement, les femmes accouchent avec leur belle-mère, ou avec leur mère exceptionnellement, mais souvent avec leur belle-mère. Et lui, il était là tout le temps. Pas dans la salle d'accouchement, donc il était à l'extérieur des tentes et il faisait des allers-retours pour savoir comment ça se passait pendant le travail, savoir comment ça se passait. Et elle nous a fait le cadeau d'accoucher la veille de notre départ au sein de la maternité. Et voilà. Mais le sourire qu'elle a sur son visage avant de quitter la maternité nous a laissé un peu d'espoir sur le fait que même dans ces conditions difficiles, on pouvait apporter à ces femmes-là une sécurité et une dignité qui leur permet d'accoucher. Alors Noura, elle était enceinte de jumeaux. Alors jumeaux sous une tente, quand on est obstétricien, on se dit ça va être compliqué. Bien sûr, on a très peur de la complication de l'accouchement, a fortiori de l'accouchement de jumeaux. Donc dans un premier temps, il y avait un hôpital civil à une quinzaine de kilomètres qui était l'hôpital régional de Mafraq, où en théorie, il pouvait accueillir les populations syriennes sur avis médical. Donc on l'avait envoyé en référence en disant il serait bien que vous accouchiez Noura parce que nous, on va être en limite de capacité. Et en fait, Noura est revenue 1 heure après en disant qu'il ne pouvait rien faire pour elle. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qui est arrivé assez souvent. Voilà, avec un contexte toujours difficile de dater la grossesse, parce que dans le contexte post-traumatique, beaucoup de femmes avaient des aménorrhées un peu prolongées. Donc voilà, donc la datation, elle se faisait à l'échographie, avec toute l'imprécision que ça peut avoir notamment chez des grossesses gémellaires. Donc toute la question était de se dire, on va plutôt lui faire une césarienne que de la faire accoucher par les voies naturelles pour se méfier du risque hémorragique. Mais quand est-ce qu'on va l'accoucher, avec la crainte d'accoucher des enfants prématurés qu'on aurait provoqués en faisant la césarienne un peu trop tôt. Donc on a longtemps hésité sur la date de césarienne, et puis finalement, après plusieurs contrôles échographiques et plusieurs mesures, on espérait avoir quelque chose qui collait à peu près avec ces dernières règles, donc avoir une estimation du terme qui était assez simple. La césarienne s'est donc faite chez les militaires français qui avaient, eux, un bloc opératoire disponible et qui nous permettait de travailler en sécurité, et qui s'est très bien passé par la suite et qui a été finalement voilà, sur des bébés qui manifestement étaient effectivement à terme et qui ont été très bien par la suite. Donc il y avait un pédiatre qui était là pour s'occuper des enfants, etc. si besoin, et tout s'est heureusement bien passé, mais avec beaucoup d'interrogations de se dire qu'est-ce que l'on peut faire. Et puis il y avait aussi des cas plus difficiles, des demandes d'IVG. L'IVG est légal en Syrie, enfin était légal en Syrie, l'IVG est légal en France, mais l'IVG est interdite en Jordanie. Et on est sur le sol jordanien, et donc en fait on était entre un gynécologue ou une sage-femme qui comprenait la demande d'IVG de la patiente, une patiente qui demandait l'IVG parce qu'elle, c'était culturel chez elle aussi, et puis l'impossibilité légale de le faire. Et certaines femmes nous ont dit, donc nous légalement on ne pouvait pas faire d'IVG puisqu'on se doit de respecter les lois du pays dans lequel on travaille, et certaines femmes nous ont dit qu'elles allaient faire le chemin retour en Syrie pour aller faire leur interruption de grossesse, qui pouvait être dans un contexte de viol, qui pouvait être après avoir perdu leur mari. Enfin voilà, et après on n'est pas là pour juger les gens, et on peut bien entendre que ces femmes puissent avoir un accès à l'IVG. Malheureusement, c'est une question auquel on n'a pas pu, une demande pour laquelle on n'a pas pu les aider. J'ai découvert à l'échographie un syndrome polymalformatif qui m'a beaucoup embêté, puisque très probablement cet enfant n'était pas viable. L'interruption dite médicale de grossesse n'est pas autorisée non plus en Jordanie, elle est autorisée en Syrie. Donc la femme à qui j'ai annoncé qu'à l'échographie j'avais une suspicion d'une malformation très grave m'a dit moi je ne veux pas garder cet enfant, et je lui ai dit mais moi je peux rien faire pour vous. Donc je l'ai envoyé quand même en référence à l'hôpital, qui l'a renvoyé dans sa tente 2 heures après.
La crainte principale pour cette femme, c'était de se dire que si elle vient accoucher et que l'enfant décède dans le camp, qu'est-ce qu'on... Voilà, là pour le coup, on n'a pas du tout de moyens de prise en charge du corps, etc., de cet enfant qui n'allait pas vivre. Donc l'hôpital syrien avait accepté de l'accoucher et effectivement, elle a accouché quelques semaines plus tard dans l'hôpital syrien. Beaucoup d'agressions sexuelles au sein du camp, avec un travail d'Amnesty International qui avait été fait sur le camp, mais très difficile de libérer la parole, de savoir dans quel contexte c'était fait, de pouvoir aider ces femmes. Beaucoup de consultations, bien sûr, beaucoup d'aménorrhées, voilà. Et puis des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout en partant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte que l'existence d'un camp de réfugiés syriens dans un pays fait qu'on a créé une offre de soins qui n'existait pas forcément dans le pays, c'est-à-dire que les soins sont payants pour les Jordaniens en Jordanie, et les soins étaient gratuits, bien évidemment, dans la maternité qu'on avait construite pour les femmes syriennes. Donc en fait, les interprètes nous ont dit, à la fin de l'accouchement, elle n'était pas jordanienne, elle n'était pas syrienne, elle était jordanienne. Et en fait, les gens rentraient clandestinement dans le camp pour venir accoucher dans l'hôpital français. Voilà, des tensions dont je vous ai parlé un peu au début, avec voilà, des manifestations le soir qui tournaient assez facilement à l'émeute et qui faisaient que la sécurité des militaires. Alors il faut savoir que les militaires qui gardaient le camp, il y avait le service de santé des armées qui travaillait sur le côté médical, et puis la sécurité était organisée par la Légion. Donc je pense que vous savez ce que c'est que la Légion et quel profil ont plutôt les légionnaires. Pas toujours évident de leur faire comprendre que les femmes, elles criaient pendant la nuit simplement parce qu'elles avaient mal et qu'il fallait les laisser rentrer pour qu'elles viennent accoucher. Et qu'effectivement, les belles-mères et les maris pouvaient faire des allers-retours. On avait parfois du mal à mettre en adéquation la rigidité du légionnaire et la flexibilité qu'on leur demandait par rapport à la situation particulière de ces femmes. Moi, j'avais pas mal d'appréhension en y allant, en me disant comment on va gagner la confiance de ces patientes. Je suis un homme, on va dans un pays musulman, ça n'a jamais posé le moindre problème. Probablement parce qu'il n'y avait pas trop d'offres de soins non plus ailleurs, et que dans leur pays, beaucoup de gynécologues sont des hommes aussi. Mais ça n'a pas posé... donc voilà, Anniva tout à l'heure parlait des clichés qu'on pouvait avoir nous et qu'eux pouvaient avoir. En l'occurrence, celui-là, il n'a jamais posé problème. Et c'est une mission qui a duré plus d'1 an. Et ça n'a jamais été un problème d'envoyer des hommes là-bas. Voilà. Je vous remercie.